Bienvenue à tous à ce webinaire aujourd'hui organisé par le Forum sur l'administration fiscale africaine et l'IGF, le Forum intergouvernemental sur les mines, les minerais, les métaux et le développement durable. Tout d'abord, je voulais, au nom de toute l'équipe, partager nos vœux à nos collègues de confession musulmane pour cette fête de l'Aïd qui vient de se dérouler. Et je remercie à tout le monde d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de ma collègue, le docteur Nara Monkam, qui est directrice de recherche chez ATA. Et donc, avec moi-même, nous présenterons le, le, le contenu de la publication récente de nos organisations sur le sujet du webinaire. Nous sommes également accompagnés, nous serons accompagnés de 3 panélistes de renom. Nous avons la chance d'avoir des collègues du Burkina Faso, de la Guinée et du Cameroun qui vont nous rejoindre dans une deuxième partie de ce webinaire et nous vous introduirons le moment voulu. D'ailleurs, un petit mot de passage pour notamment Martine Kouda et Serge Baigayebo. Si vous êtes parmi les participants de ce webinaire, merci de m'envoyer un message séparément sur WhatsApp et je vous ferai passer en panéliste pour que vous puissiez vous connecter par vidéo et son le moment voulu. Un petit mot peut-être de rappel, le webinaire sera enregistré et diffusé ensuite sur nos sites internet. Voilà, juste pour que tout le monde soit au courant. Et donc sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, voilà, comme vous le savez, nous sommes dans une situation particulièrement difficile au niveau mondial avec l'impact du Covid-19. Un certain nombre de recommandations ont été effectuées. Beaucoup d'États sont dans une position difficile de devoir répondre aux urgences sanitaires, humanitaires, et à la fois à l'impact économique provoqué par la pandémie. Donc, dans ce cas, nous avons décidé avec CATAF de développer un guide qui peut venir en appui aux administrations qui font face à la définition, au besoin de définir des mesures fiscales de soutien à l'économie, en particulier dans le secteur minier, qui est notre domaine de spécialisation. Donc, la présentation aujourd'hui va suivre le schéma suivant pour l'ensemble du webinaire. Donc, nous allons commencer par discuter de l'impact du Covid-19 spécifiquement dans le secteur minier. Ensuite, discuter de la façon d'évaluer le besoin d'allègements fiscaux éventuels proprement pour le secteur proprement dit, les différentes options d'allègement fiscal qui sont disponibles aux États. Je passerai ensuite la parole à Dr Monkam pour poursuivre sur les mesures fiscales non spécifiques au secteur minier, mais qui sont disponibles, qui peuvent être utiles aux entreprises du secteur minier, et ensuite sur la préparation pour l'après-Covid-19 en termes de politique fiscale. Nous aurons ensuite la chance donc de bénéficier de l'intervention de nos panélistes. Donc j'aurai le plaisir d'introduire le moment voulu. Attendez, voici. Et ensuite, nous ouvrirons la séance de discussion, questions-réponses, d'abord par le chat, et si nous avons l'opportunité, nous passerons la parole à certains d'entre vous si le temps est imparti et suffisant. Alors, donc je vais commencer avec la première partie donc, de cet agenda. Je fais un petit ajout. Donc, commençons avec la première partie donc, de cet agenda. Donc, l'impact du Covid-19 dans le secteur minier. Donc, l'impact économique du Covid-19 sur la population et l'économie mondiale est sans précédent et très importante, comme vous le savez déjà. La particularité un peu de ce virus, donc,
au-delà de l'aspect sanitaire et humanitaire qui est absolument tragique, c'est également l'impact pour répondre, les mesures que les États ont prises pour répondre à ce virus impliquent toute une série de mesures de restriction du mouvement des personnes. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche, sur cette diapositive, à un certain point au mois d'avril, la quasi-totalité de la population mondiale était sous une forme ou sous une autre de mesures de protection du virus, et plus du tiers de la population mondiale était même dans une mesure de confinement plus ou moins sévère. L'impact économique de cette situation euh, est très importante. Les estimations sont toujours en cours, mais aux dernières estimations, le, euh, aux dernières estimations, excusez-moi, du Fonds monétaire international, il s'agissait d'une chute du PIB mondial de 3%, ce qui n'a pas été vu depuis la Grande Dépression de 1929 et des années 30. Donc l'impact est extrêmement important, sans précédent, et encore, l'impact total n'est toujours pas perceptible. Ce qu'on peut dire sur cet impact, c'est qu'il est à différents degrés dans différents secteurs. Et d'après les données que nous avons, il semblerait relativement moins sévère pour le secteur primaire, qui comprend donc les mines, que pour d'autres secteurs de l'économie, comme notamment les services, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et une grosse partie des activités manufacturières, comme le montre ce graphique. Si on rentre un peu plus dans les détails sur le secteur des matières premières, vous voyez ici le graphique de prix qui a été publié par la Banque mondiale le mois dernier. Donc parmi les matières premières, donc évidemment le pétrole a été fortement affecté par la crise, avec une forte baisse du prix du baril. Au niveau des mines, la baisse est aussi importante, mais beaucoup moins, n'est pas de la même ordre de grandeur. Et ce qui est important de noter, c'est au niveau du secteur minier, il y a en fait des différences importantes par branche des activités, par différentes chaînes de valeur, ce que nous allons voir ultérieurement. Pour faire simple, l'impact du Covid-19 dans le secteur minier peut se voir de trois ordres. D'abord, il y a l'impact de court terme en réponse aux mesures de confinement. Donc, une partie des mines a dû soit fermer ou temporairement ou réduire leurs activités pour s'adapter. De l'autre côté de la chaîne de valeur, au niveau de la demande, certaines usines ont arrêté leur production temporairement, et donc cela a affecté la demande de certains produits miniers. L'impact de la récession économique à court et moyen terme, donc c'est d'un autre ordre. Là, ça va affecter le secteur minier de façon beaucoup plus importante au niveau de la demande de l'économie mondiale, et l'impact va être différencié selon les différents produits miniers. Et un troisième ordre un petit peu d'impact que l'on constate, c'est que des tendances de long terme que l'on pouvait déjà percevoir avant la crise, comme le problème de commercialisation des énergies fossiles dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, se sont accélérées sous l'effet de la crise. Je propose de rentrer rapidement dans les détails. Alors, nous serons succincts dans ce webinaire, mais c'est juste pour illustrer un petit peu les différences de situation. Donc, par exemple, nous avons dans certains produits du secteur minier qui subissent la crise de façon importante. Donc, on la voit notamment au niveau des métaux, comme le cuivre, l'aluminium, le nickel, le zinc. Vous voyez ici les courbes de prix de la bourse des métaux de Londres, le LME. Vous voyez qu'à partir du mois de mars, il y a une forte baisse de tous ces métaux, avec pour certains, notamment le cuivre, une légère reprise ces dernières semaines en raison de la reprise des activités des usines en Chine. Donc, d'un côté, nous avons une baisse du prix de certains produits miniers qui affectent évidemment les entreprises minières. Mais vous avez de l'autre d'autres produits miniers qui soit se maintiennent, voire dont la valeur augmente à court terme. Donc, par exemple, le prix du minerai de fer qui s'est maintenu au niveau où il était depuis à peu près un an, autour de 80, 90, même récemment $100 la tonne.
en dépit des difficultés qui peuvent être subies par la chaîne de valeur en aval. La bauxite, qui est le principal produit dans la production d'aluminium, c'est également maintenu relativement bien en comparaison du produit final sur les marchés internationaux. Quant à l'uranium, là, on constate même une augmentation du prix de la livre d'uranium en raison des perturbations de plusieurs mines productrices d'uranium au Kazakhstan ou au Canada. Et le cas très particulier même de l'or doit être noté. Donc, dans toute crise économique, on voit que l'or sert souvent de valeur refuge aux investisseurs et aux États. Et donc, la demande d'or est particulièrement importante depuis le début de l'année. Et on voit que les prix ont augmenté de façon importante, poursuivant une tendance déjà ascendante en 2019. Donc là, l'or est même dans une situation à part où il y a une très forte demande et donc des entreprises aurifères qui peuvent poursuivre leurs activités, qui ne sont pas limitées par les mesures de confinement, se retrouvent même bénéficiaires de la situation actuelle. Je mentionnais l'impact sur des énergies fossiles. Donc, on l'a vu on en a parlé brièvement sur le pétrole. Dans le secteur minier, le charbon a été fortement affecté également par la crise. Le prix du charbon a beaucoup baissé en raison de la chute de la demande, notamment en Europe, des usines qui utilisent du charbon dans la production d'électricité. Et en fait, donc le charbon se retrouve sous une double crise, une de long terme sur la demande de long terme mondiale en énergie fossile et la crise actuelle qui font que dans ce cas précis, les difficultés risquent de se prolonger au-delà de la pandémie. Un dernier mot sur l'impact de la crise liée au Covid-19 et le grand confinement sur le secteur minier, c'est que en toute période de crise économique importante, ce sont des périodes qui sont propices aux restructurations, aux fusions et acquisitions. Et il est donc probable que dans les mois à venir, il y ait de nouvelles transactions internationales dans le secteur minier. Cette société rachète d'autres ou fusionne. Et donc, pour les États qui imposent les plus-values qui sont réalisées dans le secteur minier sur leur titre minier, il est important de garder cela à l'esprit et donc de préparer un petit peu le terrain et s'assurer que toutes les transactions sont bien enregistrées, toute plus-value est taxée là où elle doit l'être. Donc, voici pour la première partie. Donc, voilà, c'était un bref aperçu de l'impact du Covid-19 dans le secteur minier et l'impact est encore en cours il est un peu tôt pour avoir une vue, une évaluation complète de cet impact. Il faudra l'évaluer au fur et à mesure de la crise. Mais déjà, on voit que je crois que le message principal, c'est que l'impact est différent selon le contexte, selon le type de substance et ensuite selon la façon dont elle est produite. Et donc, ceci nous amène à la deuxième partie. Les critères qui peuvent être utiles pour évaluer le besoin d'allègements fiscaux pour le secteur minier. Donc, beaucoup d'États ont déjà mis en place des mesures pour accompagner les entreprises pendant la crise pour pouvoir qu'elles puissent rester à flot. Donc, dans quel cadre est-ce que le secteur minier devrait bénéficier soit des mêmes avantages ou des mêmes allégements ou avoir éventuellement un traitement à part? Le premier point que je voudrais clarifier, c'est donc dans la plupart des pays, il y a des mesures d'application générale qui viennent en aide aux entreprises qui sont en difficulté de trésorerie, notamment pour protéger l'emploi. Et de façon générale, la recommandation principale de notre guide, c'est que ces mesures générales puissent s'appliquer au secteur minier dès que nécessaire. Et donc ma collègue Dr Moncam reviendra sur ces mesures non spécifiques au secteur minier, mais qui peuvent s'appliquer au secteur minier un peu ultérieurement dans ce webinaire. Deuxième point, c'est donc si il s'agit de proposer des mesures d'allègement fiscaux pour le secteur minier, il s'agit de décider pour les États soit d'apporter des mesures au niveau sectoriel pour l'ensemble du secteur, pour certaines branches du secteur minier,
ou au niveau individuel pour certaines entreprises qui pourraient être particulièrement en difficulté. Donc chaque cas est différent et il faut prendre en compte le contexte. Dans la prise en compte du contexte, il est important de tenir compte du type de matière première produite par ces sociétés, du cycle de vie du projet, est-ce qu'il est en stade de développement, de recherche, de production, le nombre d'employés nationaux et l'intégration du projet minier dans la chaîne de valeur nationale et le nombre de sous-traitants qui dépendent éventuellement de ce projet. Si dans le cas où certaines sociétés émettraient le besoin d'aide particulière de l'État pour leurs mines, le guide que nous avons produit propose un certain nombre de critères pour évaluer si ces demandes sont nécessaires ou non. Donc certains de ces critères sont notamment vérifier l'état de la trésorerie de la société, pour voir si elle est vraiment en cas de trésorerie négative pendant une longue période. Est-ce que les produits miniers produits par cette société ont connu une baisse de prix importante? Est-ce qu'il y a des risques de licenciement au niveau national? Est-ce que même un risque de dépôt de bilan et aucun appui possible de la société mère en cas de difficulté temporaire? Est-ce que la mine a été fermée pour quarantaine et donc a subi des préjudices à ce sujet? Ou est-ce qu'elle est dans la possibilité de remplir ses obligations fiscales? Quelques critères qui sont éventuellement à prendre en compte pour en faire une analyse en fonction de chaque contexte. Un critère peut-être négatif, c'est qu'une société ou sa société mère qui verse des dividendes à leurs actionnaires peut être un bon indicateur pour confirmer que la société n'a pas forcément besoin d'allégements fiscaux parce que sa trésorerie lui permet de verser des dividendes. Ça peut être un critère un peu inverse. Donc voilà, je vais ensuite passer à la troisième partie. Donc en fonction de cette évaluation que les administrations peuvent faire des besoins d'allégements fiscaux dans le secteur minier, quelles sont les options qui s'offrent qui sont à disposition? Donc les principales, je pense qu'elles ne vous surprendront pas, elles reflètent d'autres mesures qui ont été prises dans d'autres secteurs. Notamment la première catégorie, ce sont toutes les mesures qui consistent à alléger les charges salariales de la société. Donc un report ou une exonération temporaire des charges sociales, autres charges qui pèsent sur l'emploi, pour permettre à la société de continuer à payer ses salariés et éviter les licenciements. Évidemment, ce type de mesure doit être accompagné de conditionnalités sur le maintien en place de la main-d'œuvre. La seconde catégorie concerne toutes les mesures au niveau de la TVA. Dans le secteur minier, comme ce sont des industries essentiellement exportatrices, les sociétés se retrouvent souvent avec des forts crédits de TVA que certains États mettent du temps à rembourser. Dans une période de crise où peut-être la trésorerie est difficile pour les sociétés minières, une accélération de ce remboursement serait vraiment le bienvenu. Pour les États qui ne sont pas à même d'accélérer ce remboursement ou tout de même de rembourser entièrement la TVA, des exonérations temporaires pourraient être mises en place avec les mesures pour éviter les abus en termes de définition des biens et services. La troisième catégorie concerne les droits d'importation, droits de douane, des exonérations qui pourraient concerner des intrants essentiels aux activités de la société ou à ses achats de systèmes de protection et de prévention du virus. Là aussi, il faut évaluer si ces importations sont légitimes ou s'il n'y a pas de risque d'abus. Et enfin, la quatrième catégorie sont toutes les déductions immédiates qui peuvent être accordées aux sociétés ou les crédits d'impôt pour les dépenses liées à la santé. Beaucoup de sociétés minières investissent au niveau communautaire, dans les centres de santé, etc. Et si elles le font, on parlait de Covid, ce sont des incitations qui pourraient les encourager à aller même au-delà de leur soutien habituel. Donc ça, ce sont les mesures plutôt communes d'allègement fiscaux de court terme. Un dernier recours pour les projets qui sont vraiment, vraiment en difficulté, il est possible d'envisager un report, voire une exonération des ressources minières. Nous ne le recommandons pas, puisque les redevances sont un flux de
de revenus importantes pour le secteur minier. Et si jamais il était envisagé de le faire, nous recommandons une compensation en échange de cet allègement qui consiste à augmenter la participation de l'État à hauteur de l'exonération accordée ou de considérer les exonérations accordées comme des dettes à rembourser par la société en espèces ou en nature. Il y a quelques mesures que nous recommandons d'éviter dans ce cadre. Toutes les exonérations qui seraient inutiles, par exemple pour les sociétés qui sont plutôt qui sont dans une bonne position financière, notamment dans le secteur aurifère, comme j'ai mentionné. Éviter l'exonération d'impôts sur les sociétés, qui ne sont pas recommandées en général, mais encore moins en période de crise, puisqu'elles ne bénéficient qu'aux sociétés qui sont en situation de profit. Éviter l'exonération d'impôts sur les dividendes ou les plus-values, pour la même raison, qui sont versées sur les profits excédentaires. Éviter l'exonération de revenus à la source, qui sont faciles à collecter. Éviter l'exonération sur les taxes et redevances environnementales, qui ont des effets incitatifs qui vont au-delà de leur rôle de génération de recettes. Et enfin, éviter les mesures mal ciblées. Les mesures qui seront d'application pendant la crise, où l'activité est très affectée, ne seront pas les mêmes que les mesures qui sont éventuellement envisagées après la crise pour relancer l'économie. Il faut bien séquencer les mesures qui sont apportées au secteur minier en fonction de la situation économique actuelle. Dans l'élaboration et la mise en œuvre, donc les recommandations standards sont d'établir des mesures clairement définies, si possible dans les textes réglementaires ou en tout cas édictés au niveau ministériel, avec des procédures et critères d'éligibilité clairs et transparents et limités dans le temps. Nous recommandons également aux États d'exiger un certain nombre de conditions dans l'octroi d'allègements fiscaux, notamment la rétention de la main-d'œuvre, la suspension des primes d'augmentation de salaire pour les dirigeants, l'annulation de tout paiement de dividendes aux actionnaires, autres que l'État, et la réforme des pratiques fiscales abusives, sur laquelle ma collègue Lara Moncam va revenir juste après. Je m'arrête ici pour la section 3 et je passe la parole donc à Nara. Et nous aurons l'occasion, je vois que les questions se sont multipliées dans le chat, je n'ai pas eu le temps de les regarder en détail, mais nous revenons sur les questions à l'issue de la présentation. Merci. Merci beaucoup Thomas et bienvenue à tous les participants. Thomas, si tu veux bien m'aider à montrer ma caméra parce que de mon côté c'est interdit. Donc bienvenue à tout le monde et je vais continuer immédiatement sur la section numéro 4 qui se focalise sur les mesures fiscales non spécifiques par rapport en réponse au Covid-19, pardon. Et plus spécifiquement, si on peut aller au prochain dia, à la prochaine. Thomas, s'il te plaît. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est pour les administrations fiscales, en fait, de trouver un équilibre entre non seulement des réponses qui permettent le développement au secteur spécifique de continuer leur activité économique, mais aussi de continuer d'un autre côté à maximiser la collecte des recettes qui sont essentielles au fonctionnement de l'État. Donc, c'est cet équilibre-là que les administrations fiscales, c'est le défi qu'elles rencontrent en ce moment et auquel elles doivent faire face. Donc, à cet effet-là, on a publié un communiqué récemment sur les mesures suggérées aux administrations fiscales en réponse au Covid-19. Donc, je vous invite tous à consulter cette publication. Et aussi, à la fin de ce mois, on compte publier un deuxième communiqué par rapport à cela. Donc, ces mesures s'appliquent à tous les contribuables, y compris le secteur minier. Donc, dans le slide suivant, on va se focaliser plus spécifiquement sur les mesures qui s'appliquent au secteur minier. Donc, premièrement, par exemple, on suggère, et ça vient aussi des réponses des administrations fiscales, d'automatiser les systèmes de déclaration et de paiement. Bon, bien évidemment, la plupart des pays sont ont déjà commencé dans ce sens-là, mais on suggère de renforcer ces capacités-là pendant ces périodes-ci. Et aussi de faciliter les moyens de paiement bancaire mobile ou en ligne.
Il y a également la suspension des pénalités et des intérêts pendant la période qui est suggérée, donc, mais en fonction évidemment des règles bien strictes. Également la suspension des contrôles et des vérifications sur place. Et ici, on suggère que ces contrôles se limitent plus spécifiquement aux cas les plus risqués ainsi qu'aux cas de fraude. Et on suggère également d'accélérer les remboursements afin de libérer la trésorerie des contribuables, parce que cette trésorerie-là est importante pour le paiement des employés et évidemment continuer de financer les emprunts. Il est également suggéré de faciliter la déductibilité des donations et frais de recherche scientifique pour booster ces secteurs-là, mais enfin, et d'assouplir évidemment les critères les plus stricts par rapport à cela. Et enfin, on suggère également une réduction temporaire d'impôts de façon également à aider un peu les contribuables et de booster l'économie. Mais cela devrait se faire avec beaucoup de précautions et évidemment être limité dans le temps. Et en général d'après les sondages qu'on voit des administrations fiscales, elles se limitent généralement de 3 à 6 mois pour cela. Donc, dia suivant. Donc, qu'est-ce qu'on suggère de faire pour l'après-Covid? Donc, ici, par rapport au secteur minier, le dia suivant, quelles sont les mesures politiques justement qu'on suggère ici? Donc, pendant la crise, on suggère qu'on devrait vraiment exiger des entreprises minières qu'elles abandonnent les dispositifs d'évitement fiscal, qu'elles continuent d'adopter des pratiques de prix de transfert transparentes et équitables, adopter des indices de référence transparents pour toutes les ventes de minerais et ainsi que de signaler tout transfert indirect, fusion et acquisition. Donc, et aussi, pendant ou après la crise, il est suggéré d'introduire des redevances progressives et des impôts sur les profits excédentaires par rapport à ce que le gouvernement devrait faire et de voir aussi, de revoir le dispositif d'exonération fiscale au secteur minier et de repenser la fiscalité minière. Et dans ce sens-là, la TAF est en train de commencer un rapport justement pour explorer à nouveau la fiscalité minière en Afrique et dans d'autres pays en collaboration avec l'IGF. Donc, ça sera un projet de recherche d'à peu près 2 ans. Donc, on invitera la plupart d'entre vous pour répondre à certains questionnaires, mais aussi participer à cette recherche-là. Donc, voilà à peu près des mesures fiscales adaptées non seulement au secteur minier, mais aussi quelques suggestions en général pour les administrations fiscales pour faire face à cette pandémie du coronavirus. Donc, pour la suite, on va inviter nos panélistes à présenter certains de leurs expériences pays. Donc, ça sera bref. Donc, les panélistes incluent Madame Martine Kouda, qui est la directrice de la législation et du contentieux à la DGI. Bienvenue Martine. Il y a également Monsieur Lassiné Kakoro, qui est le directeur national adjoint de la DNI à la République de la Guinée, ainsi que Monsieur Serge Hervé Boyou-Bueno de la direction des mines au Cameroun. Donc, sans plus tarder, on va inviter les panélistes à intervenir et on vous encourage, vous tous les participants, à continuer de poser des questions en utilisant les questions-réponses en bas, en dessous de votre écran. Et à la fin, on va se focaliser sur ces questions-là. Donc, on commence avec Madame Martine. Madame Martine, vous avez à peu près 5 minutes pour faire votre présentation KPI. Merci beaucoup. Ah, je crois que nous avons perdu Martine. Oui, il était juste là. Donc, on va peut-être passer à Monsieur Kakoro en attendant. Vous êtes prêt? Oui. Vous pouvez y aller alors. Merci beaucoup.
Merci, bonjour à tous. Mon propos va s'articuler principalement sur la situation du Covid dans le secteur minier. On a constaté depuis le début début de l'année, au mois de janvier 2020, qu'il y avait une baisse des recettes minières, notamment l'impôt sur les sociétés, la taxe minière, qui allait jusqu'à l'ordre de 57%. Cette baisse dans ce secteur-là s'est expliquée principalement par le ralentissement de la production minière, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le secteur a été, surtout chez nous en République de Guinée, les sociétés sont essentiellement chinoises. La société minière de Bouquet, qui est la plus grande exportatrice de bauxite. Et le mois de janvier a trouvé que les expatriés chinois étaient en Chine pour le nouvel an. Ce qui fait que l'activité du Covid aidant, l'activité s'est ralentie et les personnes et ressources étaient confinées en Chine. Donc, ce ralentissement est dû essentiellement à cela. Le deuxième aspect, c'est la compagnie minière de Guinée qui a connu un ralentissement, non pas dû au Covid-19, mais dû essentiellement à sa crise structurelle. Elle a beaucoup investi pour le développement de la mine et son plan d'investissement a fait que les revenus et les recettes à ce niveau-là ont beaucoup baissé. Donc, principalement, les sociétés minières ne sont pas affectées directement par le Covid-19, ce qui fait que le plan de riposte économique à la crise pris par le gouvernement de la Guinée n'a pas octroyé d'allègement ou d'avantages aux entreprises minières. On a laissé la possibilité aux entreprises elles-mêmes de faire le constat et de demander, si possible, des avantages à l'administration fiscale. Il faut noter qu'à date, c'est seulement les entreprises qui sont en difficulté de production des états financiers dus au manque de personnes sur place, dû au fait que les données doivent être récupérées au support de dépôt des états financiers. Ça, on l'étudie au cas par cas et la réponse est faite dans ce secteur-là au cas par cas. L'avantage qui a été accordé principalement dans ce plan de riposte, c'est accélération du remboursement des crédits de TVA. Là, normalement, la durée administrative est de 2 mois pour pouvoir étudier une demande de remboursement de crédit de TVA, mais ça a été ramené à 2 semaines, à une condition que le compte séquestre qui est dédié au remboursement des crédits de TVA une dotation budgétaire à hauteur de 200 milliards de francs guinéens. Ce qui est en cours d'être fait, en tout cas les demandes sont traitées à la Direction nationale des impôts et transmises dans les 2 semaines pour que le remboursement soit effectif. En attendant, bien sûr, comme je viens de le dire, la dotation budgétaire de 200 milliards sur le compte séquestre, remboursement, crédit de TVA logé à la Banque centrale. Outre ces mesures, ici en République de Guinée, on a 2 volets de riposte, du plan de riposte. Le premier volet ne concernait presque pas, je l'ai dit, les entreprises minières. Le second volet également, il n'y a pas de mesures appropriées au secteur minier, mais elles bénéficient en général des mesures collectives. C'est-à-dire, le plus souvent, dans le plan de riposte, les charges fiscales ont été allégées pour ces petites entreprises-là. Mais pour les entreprises essentiellement minières, il n'y a pas eu de mesures spécifiques. On a préconisé, et là ce sera dans la loi de finances rectificative, que les dons qui sont faits par les entreprises minières, parce que beaucoup d'entreprises minières se sont manifestées pour
faire des dons aux collectivités, faire des dons pour la riposte sanitaire. Ces dons-là sont, nous avons préconisé en tout cas que ces dons-là soient déductibles à 100% sans limitation, à condition d'être suffisamment justifiés. Les équipements aussi qui entrent dans la lutte contre la pandémie bénéficient d'une exonération au niveau du cordon douanier de tout droit, à part la RTL qui est maintenue. Tous les droits à la douane, si ce sont des équipements qui entrent dans la lutte contre la pandémie, sont exonérés. Voilà brièvement les éléments du plan de riposte qu'on a proposé dans le secteur minier. Merci. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Désolée, j'étais apparemment mon micro était fermé, désolée. Merci beaucoup, Monsieur Kakaro, pour cette intervention. On voit bien que dans votre pays, il y a d'un côté l'impact du Covid-19 qui affecte le secteur qui est essentiellement dominé par la Chine, comme vous l'avez dit, mais aussi d'un autre côté, un impact qui est dû à des mesures structurelles. Donc maintenant, malheureusement, je vois que Madame Martine est là. On va à nouveau essayer avec Madame Martine. Madame Martine, vous avez la parole, si c'est possible. Le micro est ouvert. OK, peut-être pour l'instant, on va passer à la prochaine étape de cette présentation. Thomas, on va peut-être présenter déjà des questions. Comme vous le savez, collègues, on a eu un webinaire similaire avec nos collègues anglophones. Et donc, ils ont posé un certain nombre de questions dont on voudrait vous présenter certains de leurs questions et considérations par rapport à cette présentation pour que vous voyez un peu les domaines qui les intéressaient. Et je ne sais pas si, Thomas, tu voudrais répondre peut-être à une ou deux avant qu'on ouvre la discussion par rapport aux questions que nos collègues auront posées. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lara. Et désolé pour ces inconvénients de connexion. Madame Martine Kouda avait beaucoup de choses à partager sur l'expérience du Burkina Faso. J'espère que nous aurons d'autres occasions de l'écouter. Donc oui, avant je vois que plusieurs questions ont été posées. Nous voulons aussi donc partager ces questions qui ont été posées précédemment et qui doivent rejoindre certaines de vos préoccupations. Donc je vais en traiter, notamment je vais en traiter une ou deux. On a eu beaucoup de questions la dernière fois, au dernier webinaire qu'on a organisé sur ce sujet, sur le niveau des conditionnalités qui sont à apporter, le type de conditionnalité que les États peuvent exiger en contrepartie de tout allègement fiscal ou autre soutien qu'elles apportent à leurs entreprises du secteur minier. Et donc notamment, beaucoup de participants étaient intéressés sur la possibilité d'introduire des conditionnalités en termes de respect des droits de l'homme, de mesures pour protéger la santé des travailleurs ou même l'impact climatique des sociétés, notamment dans le secteur de l'industrie fossile. Donc toutes ces conditionnalités sont effectivement des choses qui peuvent être mises en place par les États. Ce sont les périodes où les États mettent en œuvre des gros packages économiques, font des gros efforts financiers pour protéger les entreprises, sont des périodes propices à toute une série
de restructuration ou d'amélioration des politiques publiques, parce que du coup, le pouvoir de négociation un peu des États est un peu différent dans ces situations. Et effectivement, il serait assez choquant que des sociétés qui commettent des violations des droits de l'homme bénéficient d'aide financière de l'État. Donc, il y a des choses comme ça à mettre en place. Peut-être l'autre question que je voulais adresser, c'était l'avant-dernière sur les pays qui ont pris des mesures pour faire face, si certains pays ont pris des mesures pour faire face aux fusions-acquisitions dans le secteur minier. Alors, les fusions-acquisitions dans le secteur minier, comme d'autres secteurs, sont un phénomène naturel de la vie économique. Les sociétés en difficulté se retrouvent rachetées par les sociétés qui ont plus de moyens et qui peuvent mieux développer les sociétés et les projets qu'elles ont en cours. Ce qui est important de mettre en place sont des mesures pour que les États hôtes des projets miniers qui font partie des portefeuilles des sociétés qui sont éventuellement cédées et suffisamment d'informations pour déjà savoir que la transaction a lieu, idéalement même pouvoir approuver la transaction avant qu'elle ait lieu pour s'assurer qu'elle est dans l'intérêt national, et ensuite si l'objectif de l'État est d'imposer des plus-values en cas de cession de titres miniers, soit direct ou indirect, il est important que ces paramètres soient pris en compte dans la législation nationale, dans le droit national, pour que déjà la transaction soit sujette à imposition. Donc, il faut bien définir qu'est-ce qu'une transaction directe ou indirecte sur un titre minier de l'État en question, et ensuite comment l'impôt doit s'appliquer aux vendeurs, et surtout dans les cas de cession indirecte, où le vendeur n'est pas domicilié dans le pays où réside le projet minier. Il faut s'assurer que le droit permette tout de même à l'État de capter ses gains à travers la législation nationale et les dispositions adéquates dans les conventions bilatérales contre la double imposition. Voilà, on a d'autres questions qui, je pense, pourraient être pertinentes, mais peut-être qu'on va passer aux questions qui étaient directement posées aujourd'hui par certains d'entre vous. Est-ce que... Oui, on peut aller directement dans le chat des questions et réponses, et on va peut-être commencer par le début et on voit quelles questions on peut adresser. Donc, si tu veux bien commencer, Thomas, prendre quelques questions pertinentes dans le chat pour y répondre. Merci beaucoup. Oui, très bien. Donc, je vois une question de Monsieur Jean Diwassa sur l'analyse du besoin d'aide de la société ou des sociétés minières qui en font la demande. Comment en pratique s'assurer que l'aide fiscale ne soit pas détournée? Donc effectivement, c'est un sujet important. Toute aide de l'État est sujette potentiellement à des abus. Il y en a des bonnes allégements fiscaux, il y a un certain nombre de risques qui existent. Et c'est pour cette raison qu'il est important que les mesures proposées soient claires et limitées pour limiter les risques. Il est important qu'elles contiennent des clauses qui permettent à l'État de venir auditer a posteriori, puisque à l'heure actuelle, les audits sont difficiles à mener, que l'État puisse auditer a posteriori si les sociétés ont effectivement bénéficié des aides auxquelles elles avaient droit, qu'il n'y a pas eu d'abus et d'exagération, et que ces mesures d'audit a posteriori puissent donner lieu à des pénalités ou amendes le cas échéant. Il y a aussi je vous prends une autre question sur question de Moustapha Fall sur quels sont les avantages précis pour l'État en cas d'invocation de la force majeure. Alors, je ne sais pas s'il s'agit exactement de la question, mais sur la force majeure est invoquée par beaucoup de sociétés minières en raison de l'impact de la pandémie Covid-19. Et effectivement, il s'agit dans beaucoup de cas d'un événement exceptionnel avec des impacts qui n'étaient pas prévus et qui peuvent sérieusement perturber le fonctionnement normal de certaines activités. Et donc, il est tout à fait
naturel de voir ce type d'invocation faite. Après, il faut faire attention à la façon dont c'est utilisé et la façon dont les États répondent. Et donc, pour cette question, je vous invite à aller sur le site de l'IGF. Nous avons publié une courte note sur ce sujet d'utilisation de la force majeure qui est disponible en français. Donc, voilà, pour aller plus loin. Je pourrais continuer, à moins que Nara oui, vas-y, spécialement pour la question de M. Cabouret. Il demande pourquoi il est ressorti pourquoi le cours de l'or sur cette période augmente pendant que le reste des minéraux diminue, le reste des autres minéraux diminue. Merci Nara et merci M. Cabouret pour cette question. Donc l'or est un peu à part en raison de l'importance de l'augmentation du prix de l'or. Il y a vraiment une forte augmentation. Ça ne veut pas dire que tous les autres produits miniers les prix des autres produits miniers ont baissé. Certains ont baissé, dans les métaux, il y a eu beaucoup de baisses, mais sur d'autres types de substances, notamment, j'ai mentionné les minerais de fer ou la bauxite, les prix se sont maintenus au niveau du début de l'année. Donc, c'est comme si la crise n'avait pas vraiment eu d'impact direct sur ces prix. Pour le minerai de fer, c'est parce que, bien qu'il y ait eu une baisse temporaire de la demande en Chine en début d'année, il y a eu aussi des interruptions de production, notamment au Brésil, qui font que le marché est resté relativement équilibré. Donc à chaque fois, pour chaque type de minerai, il faut regarder vraiment l'offre et la demande pour comprendre quel est vraiment l'impact sur la valorisation des produits. Et pour l'or, l'explication principale, c'est que la crise économique amène beaucoup d'investisseurs au niveau international à déplacer leurs capitaux, donc notamment de retirer les capitaux des secteurs les plus risqués. Donc c'est comme ça qu'on a vu un retrait des investissements directs étrangers dans les pays en développement et en Afrique notamment. Et une partie des investissements va dans des actifs moins risqués, ce que les investisseurs estiment moins risqués. Et l'or est l'actif probablement le moins risqué sur les marchés financiers. Donc il y a beaucoup d'utilisation de l'or, beaucoup de demandes d'or comme valeur refuge, comme valeur d'investissement. Et donc le stock d'or étant relativement limité, quand la demande augmente de cette façon-là, le prix augmente de façon importante aussi. Juste pour aussi ajouter par rapport à l'apport de M. Aquala, il conseille, il suggère que ce serait peut-être mieux en termes de mesures fiscales, est-ce qu'il dit que ce serait peut-être pas optimal de privilégier les exonérations dans ce contexte de baisse généralisée des ressources, tant qu'au niveau interne qu'externe. Il suggère qu'il serait peut-être préférable de rationaliser, d'opter pour des reports et des décalages de paiement. C'était juste aussi pour ajouter que par les sondages qu'on a envoyés récemment à tous les pays membres de la TAF, ils confirment effectivement, ils préfèrent l'option de report et de décalage de paiement beaucoup plus que l'option d'exonération, effectivement, parce qu'ils ont peur évidemment du suivi et du monitoring de ces exonérations-là. Donc, ce que vous dites, M. Aquala, est confirmé effectivement par les sondages qu'on a reçus des administrations fiscales. Thomas, il y a l'intervention de M. Maïga par rapport aux entreprises aurifères. Il demande, je ne sais pas si tu peux adresser cette question-là aussi. Oui, alors la question consiste à l'impact du Covid-19 étant moindre sur les entreprises aurifères. Comment les États devront se comporter en ce qui concerne les avantages fiscaux accordés en termes de développement communautaire ou ceux relatifs à la RSE? Donc c'est une très bonne question. Donc en fait, je pense qu'un de nos messages principaux, c'est que dans beaucoup de cas, des aides spécifiques au secteur minier ne sont probablement pas nécessaires. Si certaines aides existent pour l'ensemble de l'économie et peuvent aider les sociétés à passer une période difficile, notamment les reports du paiement de certaines taxes et impôts, très bien, mais des efforts supplémentaires pour le secteur minier ne sont en général probablement pas nécessaires. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu au niveau sous-régional en Afrique de l'Ouest, on voit que très peu d'États ont
comme l'a montré l'exemple du mien, ont accordé des exonérations au secteur minier. Il y a quelques mesures d'application générale, des mesures spécifiques au secteur très touché, comme l'hôtellerie, les commerces, les services, mais très, très peu, voire rien sur le secteur minier. C'est probablement une bonne chose à ce stade. Juste limiter les allègements et les reports aux mesures d'application générale. À moins qu'il y ait des situations précises où la question peut se poser, et là, les critères sont importants. Le secteur aurifère est même dans une situation où, pour les mines qui n'ont pas subi d'interruption au niveau de leur production, ces mines sont plutôt dans une situation de profiter de la conjoncture économique actuelle, et donc ne devraient probablement pas bénéficier de mesures d'allègement d'incitation fiscale. La question particulière sur les avantages fiscaux accordés en termes de développement communautaire, il serait difficile de les retirer du secteur de ces entreprises aurifères vu la destination de ces dépenses qui sont dans l'intérêt clair des pays receveurs et surtout des communautés qui sont proches des mines. Donc je ne dirais pas je pense qu'il faudrait maintenir ce type d'avantages qui sont accordés en échange d'investissement au niveau communautaire, y compris pour le secteur aurifère. En revanche, si pour les États qui ont des problèmes qui doivent donc trouver des mesures de stabilisation des recettes pour pouvoir répondre à la crise, à l'inverse, les sociétés aurifères se retrouvent peut-être dans une situation qui leur permettrait de faire des contributions supplémentaires à ce qu'elles feraient en temps normal, soit en termes de paiement au niveau communautaire, soit en termes de prépaiement d'impôts peut-être, si ce sont des sociétés qui ont vraiment qui sont en situation particulièrement bénéficiaire, ou d'autres arrangements à négocier au niveau national. En période de crise, il est légitime pour les États de demander à certaines sociétés qui le peuvent d'aller plus loin que les contributions standards. Il y a une question posée par M. Eric Etoga qui dit que l'une des recommandations est d'exiger des entreprises d'adopter des pratiques de prix de transfert transparentes et équitables. Comment concrètement faire cela puisque l'entreprise le fait souvent pour se faire du gain et le fait dans l'opacité. Effectivement, par rapport à cette question, je voulais juste aussi annoncer aux participants que l'ATAF en fait a développé une approche africaine pour la législation autour des prix de transfert. Donc cette approche africaine est actuellement publiée sur le site internet de l'ATAF et en fait la plupart, à peu près 4 ou 5 pays à présent, des pays membres de la TAF ont en fait adopté ce modèle africain-là pour renforcer leur législation nationale au niveau des prix de transfert. Donc, ça serait sûrement peut-être aussi une opportunité, non seulement pour renforcer évidemment la législation, mais aussi pour une opportunité pour avoir une conversation avec la plupart de ces entreprises multinationales. Parce que tout le monde reconnaît effectivement que nous sommes dans une situation critique. Certains pays l'ont déjà fait. Donc, avoir cette conversation, par exemple en Afrique du Sud, le président a des réunions constantes avec les multinationales pour évidemment prendre en mesure des décisions non seulement légales, mais aussi encourager les multinationales à participer comme tout le monde à réduire les effets de cette pandémie. Donc là, je ne sais pas si Thomas, on continue de répondre aux questions ou si on prend, je vois qu'il y a des mains levées aussi, si on prend 2 ou 3 interventions. Et j'inviterai aussi M. Kakoro à intervenir, à nous aider à répondre à ces questions-là, évidemment. Parce que c'est un webinaire à tous, ce n'est pas seulement moi et Thomas qui devront parler. Donc, vous êtes le bienvenu aussi, M. Kakaro, pour intervenir. Excusez-moi, j'étais un peu perdu là. Je n'ai pas compris la question. Donc, je dis que vous êtes aussi le bienvenu pour répondre à certaines questions qui sont posées dans les questions-réponses du chat. D'accord, je regarde ça. Merci. Donc,
En attendant, Thomas, tu veux répondre à une ou d'autres questions supplémentaires? Oui, je vois, il y a plusieurs questions qui reviennent sur la taxe ou l'impôt sur les super profits ou les profits excédentaires. Euh, donc qui demandent donc comment créer une telle taxe sur les super profits, comme c'était mentionné dans un de nos slides. Comment créer une taxe sur les super profits vu la situation actuelle, comment faire face, comment l'imposer alors que beaucoup de projets miniers ont des clauses de stabilité qui les protègent contre des changements du régime fiscal. Donc, je ne pense pas que nous ayons de réponse parfaite et applicable à tous les contextes. Hein, ça va dépendre vraiment de chaque cas. Ce qui se passe en temps normal, un amendement du régime fiscal doit passer par un amendement de la loi minière et ne devient applicable qu'aux projets qui n'ont pas de clause de stabilité ou les projets qui n'ont pas encore signé de contrat minier pour les pays qui font des contrats. Et donc, si un impôt était créé cette année ou l'année à venir, il ne sera applicable qu'à l'avenir pour les projets qui n'ont pas encore, qui ne bénéficient pas encore de clause de stabilité. Après, la situation actuelle est exceptionnelle et donc il est possible d'envisager peut-être d'autres mécanismes d'amendement du régime fiscal, mais je ne peux pas me prononcer de façon générale. C'est juste peut-être un indice qu'il y a des choses à discuter de façon plus précise au niveau de chaque pays pour voir dans quelle mesure le régime fiscal pourrait être amendé. Je mettrai quand même en garde l'administration de pas forcément se précipiter sur l'amendement du régime fiscal aujourd'hui. En pleine période de crise, il est souvent difficile de réfléchir à tête reposée, d'opérer des consultations nécessaires avec les différentes parties prenantes pour développer un régime fiscal qui soit acceptable par tous. Donc, il est peut-être préférable d'attendre que les choses soient un peu stabilisées avant de rentrer dans des changements importants de la législation fiscale minière. Merci Thomas. Il y a une question adressée à notre panéliste, à M. Kakoro, qui vient de la part de M. Kuruma. C'est la dernière question. Je ne sais pas si vous la voyez, M. Kakoro. Sinon, je vous la lis. Donc, la question est ceci: étant donné que le secteur de l'or connaît une augmentation de prix pendant la période de Covid, quelles sont les mesures d'ajustement spécifiques que la Guinée envisagerait d'entreprendre pour taxer les profits excédentaires que pourraient faire les sociétés minières évoluant dans le secteur de l'or? Notamment, il parle de la SEG, de la SAG et de la SMB, qui produisent d'importantes substances en Guinée. Si vous voulez bien adresser cette question-là, M. Kakoro. D'accord. Merci beaucoup. Il y a trois grosses entreprises qui font de l'exploitation de l'or. Il s'agit de la SAD, de la SMD d'Ingraï. Pour les impôts additionnels, pour voir s'il y a un profit exceptionnel, la SAG, qui est une entreprise, la première entreprise de l'or, a bénéficié, va bénéficier en 2020 d'un congé fiscal de 5 ans. Ça, c'est une nouvelle convention qui a été signée en 2017 et qui rentre en application en 2020. Sur la période de 5 ans, elle sera totalement exonérée de l'IS, de tout profit qui sera fait dans ce domaine-là, parce qu'elle bénéficie des investissements énormes pour quitter d'une exploitation à une autre. Ça, je crois que même s'il y avait des mesures additionnelles pour taxer le profit exceptionnel, elle sera toujours dans l'exonération pendant les 5 ans. La SMB, là, il va falloir une loi de finances rectificative, mais il faudrait d'abord qu'on constate effectivement qu'il y a au cours des 3 derniers mois une explosion du chiffre d'affaires relativement à la confrontation du prix de l'or. Dans tous les cas, ce sera au travers d'une loi de finances. On va voir si on peut faire un IS additionnel, ce qui n'est pas prévu par nos tests,
sur le profit exceptionnel qui sera mené. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc maintenant, si vous le permettez, on va prendre juste une ou deux mains levées. On va commencer avec Monsieur Palakassi. Si vous voulez bien vous présenter votre poste et aussi votre pays. Et après, on prendra Monsieur Tchali du Sénégal. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Palakassi, j'ai ouvert votre micro. Allons-y avec Monsieur Faye pour l'instant. Vous pouvez débloquer vos micros vous-même parce qu'on vous a donné la permission. Monsieur Tchali, allez-y. Ok. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je profite à mon cam et Thomas Lasso. Voilà, j'aimerais juste peut-être parce qu'on a axé un peu l'intervention sur le secteur des mines, mais en faisant focus sur le secteur industriel. Maintenant, le secteur de l'orpaillage également constitue un volet important pour les communautés. Et je sais que ça peut affecter d'une manière ou d'une autre la situation pandémique va forcément affecter d'une manière ou d'une autre au moins cette exploitation-là. Quelles sont les mesures que l'État peut prendre, soit fiscales ou sécuritaires ou autres, pour pouvoir au moins accompagner le secteur aurifère, surtout en ce qui concerne l'orpaillage. C'est ce que je voulais juste poser comme question. Et la seconde question réside dans le fait qu'au Sénégal, parce que vous avez donné un certain nombre de recommandations aux États à travers votre guide sur les mesures fiscales nouvelles qui doivent être prises. Au Sénégal, il y a une déduction de l'aide, de tout ce qu'il y a comme aide financière, mais pas pour les aides en nature. Et on a vu de grosses entreprises ici vraiment accompagner l'État en tout ce qui concerne peut-être des aides alimentaires, etc. Et elles n'auront pas du moins la bourse pour accompagner l'État. Et on n'a pas bien pertinent voilà, c'est pourquoi je disais, est-ce qu'il ne serait pas pertinent également d'accompagner également ces entreprises qui ont dû débourser beaucoup d'aide alimentaire pour accompagner les communautés et qui n'auront pas la possibilité de déduire cette aide alimentaire-là. Parce que la loi est claire, elle a dit juste que ce sont les aides financières qui seront déductibles et non pas les aides en nature. Merci beaucoup. Je vais commencer à répondre à cette question et j'invite mes deux autres collègues du panel à le faire aussi, à répondre aussi s'ils veulent. Effectivement, en fait, c'est aussi en discussion dans certains pays, notamment par exemple en Afrique du Sud et dans certains pays francophones où ils ont dit qu'évidemment, il y a une exonération sur les dons qui se font. Et généralement, une exonération après sous forme de TVA, de remboursement de TVA. Donc, la plupart des réponses reçues par le sondage que nous avons reçu de nos pays membres et qui, comme je l'ai dit, qui fera partie du deuxième communiqué à TAF sur le Covid, on va effectivement pouvoir présenter les réponses à ce sondage-là. Et effectivement, la plupart des pays, on le voit, ont déjà mis en œuvre cette mesure-là, effectivement. Merci Nara. Et sur l'orpaillage, mon équipe ne travaille pas directement sur ce sujet, mais j'ai des collègues qui travaillent un peu plus sur la question de l'orpaillage. Au niveau, ce qui est intéressant, ce que j'ai entendu, c'est que au niveau aurifère, on a une augmentation du prix de l'or qui bénéficie aux sociétés qui vendent directement sur les marchés internationaux. Mais il semblerait qu'au niveau local, les interruptions
au niveau de la chaîne de valeur et des déplacements, ont entraîné en fait un décalage et que certains employeurs se retrouvent à vendre leur or à des prix bien inférieurs au prix de marché et qu'il y a certaines sociétés, particuliers intermédiaires, profitent de la situation. Donc là, les mesures à prendre en compte au niveau de l'État seraient plus de s'assurer que la commercialisation de l'or se fait à travers des mécanismes le plus formels possible et que des mécanismes d'indexation des prix, de communication des prix puissent être mis en œuvre ou que les comptoirs d'achat soient assez réglementés pour que pour que les intermédiaires ne profitent pas des orpailleurs. Pour plus d'informations, je vous invite également à suivre, aller sur le site de l'IGF où nous avons d'autres ressources sur les questions d'orpaillage. Merci. Ok, je ne sais pas qui est. Je peux donner la parole à Samia maintenant de l'OCDE. Alors, elle avait une main levée tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours avec là. Nous. Non? Je ne crois pas. Ok, on va essayer à nouveau, Monsieur Palakassi. Sinon, on passe au suivant. Allez-y, Monsieur. Oui, je suis là. Bonjour. Oui, parfait. Allez-y. Merci beaucoup pour le séminaire. Je ne sais pas, j'ai posé des questions, mais j'attendais des réponses qui ne sont pas arrivées. Mais excusez-moi, il y a mon chef qui m'a appelé, je m'étais levé, je viens d'arriver. Et c'était, d'abord, je voulais faire un apport par rapport à une question sur la responsabilité des entreprises minières s'agissant de leur contribution au développement social. Par rapport à ça, moi, je mettais l'idée qu'il fallait peut-être réorienter le rapport et soutenir la lutte contre la COVID-19 dans le milieu. Pourquoi pas acquérir du matériel pour les populations riveraines et d'autres choses, étant donné que l'État fait déjà beaucoup de choses, et soutenir l'État dans cette lutte en réorientant l'affectation qui devait être faite par rapport au soutien aux collectivités. Maintenant, s'agissant de mes questions, je demandais les minéraux qui contribuent essentiellement à la production du matériel de lutte contre la COVID-19. Et ensuite, puisqu'on sait que par rapport à la crise, il y a certaines entreprises qui s'en sortiront quand même avec de gros chiffres. Et je me disais surtout les secteurs concernés par la production du matériel de lutte. Parfois, il y a même des ruptures, donc ça veut dire qu'il y a des grosses commandes qui n'arrivent même pas à satisfaire. Et s'il y a une étude de la TAF à cet effet pour identifier au moins ces secteurs, et afin d'aider à dénoncer les entreprises qui surferaient injustement sur cette crise pour bénéficier des avantages fiscaux ou développer des limitements fiscaux. Et voilà essentiellement les aspects sur lesquels je voulais aborder, sans oublier la première question où je demandais s'il y aura une attestation de participation. Merci. Thomas, tu veux bien commencer? Oui. Oui, donc merci pour la question. Donc, malheureusement, nous n'avons pas d'attestation de participation, mais nous publierons l'enregistrement après, ainsi que la présentation. Donc, vous pourrez la réutiliser et la communiquer à vos collègues. Pour votre question, donc, si je comprends bien, il s'agit de voir au niveau si le secteur minier, si certains produits miniers sont utilisés dans la lutte contre le Covid-19. Là, j'avoue que ça rentre dans des domaines qui sont un peu au-delà de mes connaissances. À ma connaissance, le matériel médical n'est pas nécessairement très intensif en produits miniers, mais évidemment, il y a toute une série de métaux qui rentrent dans ces instruments. Donc, dans ce cadre-là, il y a une demande, mais je ne pense pas que ce soit le principal élément du coût du traitement. Pour les questions sur le développement communautaire, il y en avait effectivement plusieurs dans le chat. Comme c'est un peu à court de temps, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces questions par écrit à la suite du webinaire. Et nous sommes également disponibles pour toute question, également par email. N'hésitez pas à nous contacter par la suite. Juste avant de conclure, Nara va conclure, mais je voulais juste relever une autre mention. Eric et Toga avaient posé une question sur le rôle de la société civile dans le suivi des recettes fiscales en cette période un peu compliquée. Et ce suivi est régulièrement fait à travers des rapports ITE qui sont publiés 1 à 2 ans après les années
budgétaire. Et effectivement, la question de suivi est importante et peut-être je voulais relayer ce que Martine Kouda voulait partager avec vous, mais on n'a pas pu se connecter, elle m'en avait parlé un peu avant. C'est que même au niveau de l'administration, nous sommes encore à une phase d'évaluation. Et donc au Burkina Faso, l'administration est en train d'évaluer l'impact effectif de la crise sur le secteur minier. Ils sont en train de récolter les données financières sur le premier trimestre, sur le début de l'année, pour voir effectivement ce qui s'est passé. Donc nous sommes encore, en termes d'évaluation, de récolte des données, nous sommes encore dans une période un peu intérimaire. Et donc je pense qu'il faudra revenir ces questions régulièrement en fonction de la meilleure évaluation de la situation. Merci beaucoup. Lara, je te laisse la parole. Merci. Et juste, Madame Martine, qui est une de nos panélistes et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour des questions techniques, elle répond à la question de Monsieur Thiali en disant que, en fait, chaque État est libre de modifier sa législation sur les dons, comme vous pouvez le lire là. Mais si la déductibilité est limitée aux dons financiers, c'est une option de contrôle. Sinon, si c'est encadré, on peut effectivement autoriser la déductibilité des dons en nature. Donc, c'est cette réponse qu'elle voulait apporter, notamment au Sénégal. Donc, comme vous voyez, on a eu beaucoup de questions, à peu près 36 là, je vois dans le chat. Et comme le temps est limité, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes ces questions-là maintenant. Et aussi, désolé pour les mains levées, qu'on ne peut pas vous inviter à parler parce qu'on est déjà au-delà du temps imparti. Donc, je voulais vous remercier à tous. Pour l'instant, comme vous voyez, on a à peu près 101 participants pour l'instant. Donc, merci beaucoup à tous de vous être joints à nous pour cette conversation autour des discussions de l'impact du COVID-19 sur le secteur minier. Comme Thomas vous l'a dit, vous pouvez continuer de poser des questions. On va aussi, j'ai vu que certains d'entre vous ont posé des questions. Vous vouliez savoir c'est quoi les contacts par rapport de la TAF et aussi pour accéder aux publications. On va vous le taper et aussi on va envoyer par email quand on va envoyer la présentation. Donc ça sera fait. Donc, la suite de ce webinaire, comme je l'ai dit, on a organisé une première partie en anglais et cette partie de ce webinaire, c'est la deuxième partie en français. Donc, la suite, c'est de continuer le développement du guide pratique par rapport à ce sujet-ci et de continuer d'organiser une série de webinaires en fonction de la demande. Mais aussi, on invite tous les participants, évidemment, sur tous les pays membres, non seulement de la TAF, mais aussi de l'IGF, à nous contacter s'ils veulent des assistances techniques parce qu'on aide les pays en fonction de leurs demandes aussi du côté de la TAF et du côté de l'IGF. Donc voilà, on va vous envoyer la présentation, on va vous envoyer plus de détails sur la TAF et aussi ce qu'on a produit, ainsi que tous les guides pratiques produits par l'IGF et on continue la conversation. Donc, on vous tient au courant pour les webinaires suivants. Donc, merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous.